Salut à toutes et à tous, vous regardez l'œil de Moumou sur le média qui grandit et qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le média 24/7, à laquelle nous vous invitons à vous abonner d'ailleurs, une proposition plus axée sur l'actualité quotidienne avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale diffusée tous les matins du lundi au vendredi à 8h sur le média 24/7. Retrouvez également le journal des luttes du lundi au vendredi à 13h. Toujours sur le média 24/7 au cœur de l'actu. Notre émission d'actualité du soir est évidemment sur notre chaîne principale. Vous avez toujours le rendez-vous avec les chroniqueurs et journalistes habituels. En plus du récap, un bulletin d'infos concis et dense animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Voilà, on passe tout de suite à ce nouveau numéro de l'œil de Moumou. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi cher Fabrice. Alors comme toujours on va démarrer dans quelques instants avec nos traditionnels top et flop, mais avant cela le petit préambule. Oui, les traditionnels top et flop, tu as entièrement raison, qui devrait d'ailleurs, on a fait une demande de classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO, dont on a la réponse. Oui, un préambule, alors on a parlé la semaine dernière de frontières, donc, avec cette fameuse enquête sur LFI anti-France, pointant et jetant dans la fosse à la vindicte populaire de nombreux collaborateurs de députés LFI qui avaient manifesté en réaction. Et j'avais pas cité l'auteur de cette enquête, je mets plein de guillemets au mot enquête évidemment, il s'appelle Jules Laurence, et puis là il l'a très très mal pris, donc c'est le rédacteur en chef de Frontières, il l'a très mal pris et il a tenté de débunker, comme on dit en bon français, de débunker notre émission, et sauf que ça a donné un résultat inverse, donc c'est assez drôle parce que du coup ça montre qu'effectivement ce n'est pas une enquête et que c'est quelque chose complètement à charge. Et donc, on va voir le début de sa série de tweets qu'il a fait là-dessus. Alors, j'explique juste. Jules Laurence, en fait, il en a strictement rien à cirer. D'abord, c'est pas un enquêteur, c'est pas un journaliste, c'est un militant, mais il ne fait cela que pour donner mon nom et me balancer en fait à sa meute qui va venir après m'insulter et ainsi de suite. Sauf que ça n'a pas franchement bien marché. Il a même fallu que je rebalance son tweet, son message, par charité, par pitié, pour que des gens se rendent compte qu'il a quand même fait quelque chose et que ce serait bien de le liker, de le suivre. Donc je trouve que c'est des méthodes vraiment qui racontent qui sont ces gens-là, qui sont des pointeurs, des tueurs qui mettent, comme ils disent, des cibles dans le dos des gens qui ne supportent pas. Et ce sont donc des purs militants. Ça vient valider exactement ce que nous disions la semaine dernière. D'ailleurs, il fait la même chose avec notre collègue Marion Lopez, qui cible toujours nommément. Il faut donc bien pointer aussi le caractère répétitif de ces attaques. On est content qu'il nous regarde. Fameux, alors on le salue. Jules Laurent. Salut mon Juju. Mais la limite entre le militantisme, le harcèlement de ce pseudo-média commence à devenir assez flagrant. Oui, donc ça vient corroborer, ça vient valider ce que nous avions dit la semaine dernière. Donc c'est plutôt sympa. Dans la même famille, je voudrais reparler d'Eliott Deval. Alors Eliott Deval, on en a parlé ici plusieurs fois parce que journaliste CNews. Oui, c'est ça, CNews, cette fameuse ferme d'Émile Colline où ils sont tous élevés et ils ont tous été rapatriés. Il va dans une tenue vestimentaire assez particulière, une espèce de chemise qui me rappelle un philosophe de plateau télé. Il va nous faire une confidence et il va préciser « Nous sommes entre nous, donc je peux faire cette confidence. » On n'est pas très loin. Alors attention aux yeux parce que ça illumine. Je vous laisse écouter. Dernière anecdote, Olivier Dartigol, vous savez que j'ai rencontré le cardinal Sarah. Ah oui, je sais. Ça a été un moment extraordinaire. L'un des moments les plus bouleversants de ma vie. C'était un déjeuner. Et j'ai rencontré un homme d'une puissance, d'une aura, d'un calme, d'une sérénité, d'une profondeur, d'une bonté. Il a un regard qui vous transperce, qui vous sidère, et en même temps, il se passe quelque chose autour de vous, et vous pouvez l'écouter pendant des heures. Et c'était une période assez tourmentée, un climat assez tourmenté en France. Et je suis sorti de cette rencontre profondément apaisé et serein. Et je me suis dit, mais cet homme est exceptionnel. Et j'ai vraiment, là je vous le raconte, on est entre nous bien évidemment, mais ça a été l'un des moments les plus importants de ces dernières années.
Donc, ceci explique peut-être cela. Alors, je précise que l'évêque dont il parle est celui pressenti pour être le successeur du pape François, mais qui est le plus à droite de la droite. Oui. Hein. Il a une ligne très ultra-conservatrice. Oui, absolument. Il parle de wokisme dans ses interviews. C'est assez particulier. Donc, c'est une confidence, mais en même temps, c'est un soutien à ce fameux évêque qu'ils aimeraient bien voir arriver place Saint-Pierre. Ça, c'est tout à fait dans leur style de faire de la propagande, de la promotion, comme ça, de manière un peu cachée et derrière des illuminations intellectuelles. Allez, c'est parti pour les tops et les flops. Et pour commencer, Moumou, les tops. Oui, je trouve celui-ci intéressant. C'est Dominique Sopo, qui suite évidemment au drame de la mosquée du Gard, avec l'assassinat d'Abou Bakar, celui que notre ministre Retailleau a beaucoup de mal à nommer, sauf pour dire que, par exemple, la famille ne l'a pas reçu, enfin pas demandé à être reçu. Il va, Dominique Sopo, donc des SOS Racisme, il va s'en prendre justement, je trouve, à l'extrême droite dans le climat ambiant actuel, mais il faut juste tendre l'oreille. Il va parler de laïcité, il faut juste tendre l'oreille. Ce n'est pas seulement CNews, ce n'est pas seulement l'extrême droite, écoutez bien. On voit quand même, là encore, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, ces dernières années et ces derniers mois singulièrement, comment des groupes sont ciblés. Le délire xénophobe qui fait que toute une série d'actualités va permettre à des responsables politiques, dont M. Retailleau d'ailleurs au passage, de venir se rouler sur des plateaux de télé pour venir expliquer qu'il faut des nouvelles lois parce que de toute façon l'immigration n'est pas une chance et que ces gens posent problème dans notre pays. Quand on voit comment les musulmans sont ciblés, vous savez, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, il suffit de sortir l'argument parfois de la laïcité pour pouvoir dire toutes les saloperies derrière sur les musulmans. Monsieur Retailleau lui-même utilise cet argument très fréquemment. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il soit quelqu'un qui philosophiquement est très proche de la laïcité, on va dire ça comme ça pour être gentil. Et donc, on va nous faire des polémiques en série contre un groupe de personnes qui, en fait, est ciblé par une forme de malveillance. Quand on regarde cette parole politique, quand on regarde des paroles médiatiques, je parlais tout à l'heure de chaînes, mais je peux même parler de CNews. Si vous êtes musulman dans ce pays, mais enfin, c'est insupportable, en fait, d'entendre ces paroles récurrentes de malveillance, d'excitation, de haine, de volonté de marginalisation, voire d'expulsion de tout un groupe de la société française. Donc oui, c'est important qu'il y ait des paroles de fermeté et que l'ensemble des citoyens, lorsque des groupes sont ciblés, eh bien, se mobilisent. Parce que c'est ça l'antiracisme et c'est ça l'éthique antiraciste. C'est en fait, on est aussi là pour les autres. On n'est pas simplement là pour soi. Hein, c'est même le sens de notre slogan « Touche pas à mon pote ». On est là pour tout le monde. Quand quelqu'un est ciblé, on est tous là. On est toutes là pour dire, en fait, on n'accepte pas parce que ça n'est pas comme ça qu'on a envie de vivre en France. En fait, quand il parle d'instrumentaliser la laïcité, j'ai une pensée pour mon cher Nicolas Cadenne, hein, qui est l'ancien, vraiment, enfin, qui n'est même pas l'ancien, puisqu'il est toujours sur les questions de laïcité et qui travaille ces questions-là à bras-le-corps et qui s'est fait dézinguer notamment par le Printemps républicain. Eh bien, moi, je pense que Dominique Sopo, ce qu'il vient de dire et de dénoncer, s'applique parfaitement au Printemps républicain qui a instrumentalisé la laïcité. Donc, c'est pas seulement l'extrême droite, c'est pas seulement CNews, ça va bien au-delà. C'est toute la bande à Aram, Enthoven et compagnie. Et donc, je trouve d'autant plus juste ce propos sur la laïcité instrumentalisée par tous ces gens qui, finalement, se retrouvent dans une grande famille qui est celle des islamophobes à minima. Alors, dans les tops aussi, un journaliste BFM qui a parfois des fulgurances de pratiques journalistiques. Ah bah là, il faut déclencher la VAR, hein, parce que là, je vais mettre un top à Benjamin Duhamel, qui a fait le job, donc toujours dans cette terrible affaire, face à Retailleau. Je vous laisse regarder un premier extrait. On a vu le drame qui s'est passé à Nantes avec cette lycéenne qui a été poignardée mortellement, 3 autres lycéens qui ont été poignardés. Vous vous êtes rendu avec Elisabeth Borne immédiatement sur place. Vous avez bousculé tout votre agenda. Là, on a un fidèle musulman qui se fait tuer en train de faire la prière. Certes, vous réagissez sur les réseaux sociaux, mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de 2 poids, 2 mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Non, la grande différence, c'est que nous avions arrêté l'auteur.
Donc là, sauf erreur de ma part, on sent que Retailleau a été cueilli. Il ne s'attendait absolument pas à ce que Benjamin Duhamel lui apporte la contradiction. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut repérer chez Retailleau. Je l'ai repéré déjà à maintes reprises. Dès que Retailleau sourit, c'est qu'il est mal à l'aise. Il y a beaucoup de politiques qui font ça, mais lui, c'est un spécialiste. Dès qu'il sourit, en fait, c'est un sourire nerveux, un sourire agacé et qui essaye de donner l'impression qu'il est détendu. En fait, il ne l'est pas du tout. Il est complètement intriqué, complètement coincé. Il se tord dans tous les sens. Et ça va aller jusqu'à cette deuxième scène que je trouve absolument exceptionnel, puisqu'il va tellement perdre pied qu'il va sortir un lapsus absolument incroyable. On se demande, est-ce que Freud est toujours en vie? Je vous laisse écouter. Je n'ai jamais dit que toutes les femmes qui portent le voile étaient des islamistes. Quand on dit abat le voile... Mais ce que je vous dis aujourd'hui, devant vous, les yeux dans les yeux, c'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs comme acte manqué, soit voilé. Vouloir des femmes violées à la place de femmes voilées, je ne sais pas ce que tu en penses, Fabrice. Et le fait de se reprendre en disant acte manqué, ne pas comprendre la gravité de son propos est quand même assez révélateur. Je le pense aussi. Alors on passe au top paradoxal, cette fois-ci encore Frontières, décidément, qui ils sont prolixes, qui s'intéresse beaucoup aux médias. Absolument, donc c'est Air Jordan, parce qu'en fait il a changé son nom, il a honte de son nom, donc il a pris un nom d'emprunt, je ne sais pas pourquoi. Bref, Air Jordan, donc celui, vous savez, qui avait un pass sanitaire au nom d'Adolf Hitler, hein, quand même. C'est des gens qui vont très loin dans l'engagement militant. Il va faire un débunkage, donc le débunkage en bon français, ça signifie qu'on va essayer de retraiter une information pour extraire la vérité. Sauf que lui va faire un débunkage de qui? Donc il se qualifie lui-même de journaliste d'opinion. Il va faire un débunkage de lui-même. Alors je vous laisse regarder la capture d'écran, hein, on va la voir là juste à l'instant, et puis je vais vous la lire. Il parle donc évidemment de la mosquée. Et pour lui, évidemment, il a tout à fait intérêt à expliquer que ce n'est pas c'est pas quelque chose d'islamophobe, c'est pas anti-musulman, alors qu'évidemment l'histoire nous l'a prouvé. Donc il va produire un tweet qu'il va retirer ensuite, hein, parce que c'est leur spécialité. Ils balancent une saloperie et ils la retirent une fois qu'ils ont compris que c'était complètement foireux, sauf qu'ils ont fait un appel de phare à leur lectorat. Et là, il va expliquer à ceux à gauche notamment qui tentent déjà d'expliquer qu'il pourrait ne pas s'agir d'un fidèle, alors que tous les médias parlent d'un homme qui priait. Je vous assure qu'il est impossible. Écoutez bien. Je vous assure qu'il est impossible d'entrer dans une mosquée à taille humaine comme celle-ci et de se faire passer stratégiquement pour un musulman ou de faire semblant de prier pour ensuite agresser. Tentative de justification que je vois déjà de certains. Les fidèles et pratiquants se connaissent tous, et s'observent dans ce type de lieu de culte où je me suis souvent rendu pour de nombreux reportages. Dans le même message, il explique que lui, avec sa tronche et son calepin, s'y est rendu à plusieurs reprises, ce à quoi je ne crois pas du tout, mais que, en même temps, c'est tellement petit que tout le monde se connaît et que donc il n'aurait pas pu rentrer. Il débunk lui-même ses mensonges compulsifs. On est encore ici très très loin du journalisme. C'est décidément la patte frontière. Exactement. Alors prochain top paradoxal, un média mille collines moderne, c'est celui qui s'illustre le plus dans la haine des Palestiniens. Oui, et puis le révisionnisme dans l'accompagnement des crimes de guerre et l'accompagnement du génocide, c'est évidemment I24 News, vous l'aurez bien compris. Et ils vont vous parler d'une histoire absolument formidable, d'un conte de fées. Ils vont nous compter en fait l'exode joyeux des Gazaouis qui vont quitter leur terre et partir, mais exactement comme l'exode des années 40. Mais eux vont en faire une espèce de conte de fées formidable et qui est quelque chose pratiquement qui aurait été demandé par les Gazaouis eux-mêmes pour contrarier le Hamas. Je vous laisse écouter. Des milliers de Palestiniens quittent et ont quitté déjà la bande de Gaza et évidemment, il faut être clair, d'une manière volontaire et surtout au grand dam du Hamas. Oui, alors certains parlent même du plan de Donald Trump qui serait déjà mis en place. Alors il semblerait en tout cas, d'après certaines sources, que chaque semaine des milliers de Palestiniens qui disposent de 2 passeports
dont un étranger donc en dehors de la bande de Gaza, ait déjà commencé à quitter cette zone donc depuis le début de la guerre, et qu'il commence à s'envoler vers l'étranger. On parle de 40 000 Gazaouis donc qui auraient déjà quitté la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Tout cela se déroule justement alors que de nombreux Gazaouis affirment avoir reçu des SMS pour les encourager à partir volontairement, des messages qui auraient été envoyés par Israël, possiblement par le Shin Bet. Par exemple, l'un d'eux disait: habitants d'Al-Shati, voulez-vous un avenir radieux, appelez-nous. Eh bien, certains Gazaouis disent qu'ils sont prêts à saisir l'occasion et donc à partir volontairement dès qu'ils le pourront. Et pour le premier flop, Momo, tu veux nous parler d'une séquence, encore une, sur le plateau de CNews, celui de Pascal Praud. Ouais, Pascal Praud, il a même été... alors c'est sur le racisme anti-blanc. Et le discours de François Bousquet, dont on a déjà parlé ici, est tellement énorme et complètement surdimensionné par rapport à une pseudo-réalité d'un racisme anti-blanc qu'il va être dubitatif, mais réellement. Hein. Et donc je vais vous laisser écouter. Alors pourquoi je vous montre cet extrait? Parce qu'il va expliquer... Alors, tenez-vous bien, qu'il n'y a pas de territoire où les Noirs et les Arabes ne... Quoi? Je vous laisse écouter. On n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas de territoire en France où un Noir ou un Arabe ne peut pas rentrer. Il y a des territoires aujourd'hui où nous ne pouvons pas rentrer. Donc c'est ce qui me fait dire que oui, il y a un racisme qui s'exerce à l'encontre de la population blanche. Il y a des territoires en France où les Blancs n'entrent pas? Mais quel territoire? Les territoires que j'ai côtoyés, quand je fais un témoignage d'un professeur au Mureaux. Oui. Alors évidemment, il y a un récit officiel qui nous dit les Mureaux, ça se passe bien. M6 a fait une série d'ailleurs sur un collège au Mureaux, un collège dont je parle, le collège Jean Villard, qui a brûlé 3 à 4 fois. Les professeurs sont protégés par la police pour entrer en classe. Hein. Donc au détour de ce fantasme, alors c'est le même fantasme que le grand remplacement, le racisme anti-blanc, ça a été expliqué à maintes reprises par des sociologues et des gens sérieux pour le coup. Lui va expliquer qu'il n'y a pas d'endroit en France où les Noirs et les Arabes sont interdits d'entrer. Je trouve ça formidable. C'est exactement l'inverse. Il y a même, je suis allé voir Walidia en spectacle et il raconte une blague. Il dit c'est un Noir qui a réussi à trouver un appartement dans Paris. Fin de la blague. Oui, c'est pour dire. Mais voilà, sur le logement, sur l'emploi, on sait très bien que c'est pas du tout ça. Donc ils sont capables de mentir à ce point-là et au point, je vous dis, d'étonner notre cher Pascal Praud national. Et de nier des discriminations qui, encore une fois, sont établies, documentées au dernier degré, l'enquête qui le documente. Prochain flop, Morandini. Et ouais, Morandini a beaucoup de qualités, mais ce n'est pas qu'un pédocriminel condamné en appel. Et il a d'autres qualités. Écoutez ce qu'il va dire à propos de Retailleau. Vous savez, Retailleau avait dit de manière un peu véhémente, abat le voile à l'issue d'une intervention dans une espèce de forum, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais une espèce de colloque islamophobe. Il va nier tout simplement la réalité de ce propos. Je vous laisse écouter. Je voudrais dire, ça ne sert à rien de faire autrement que de se dire maintenant tout le monde, chacun est responsable individuellement, quelle que soit son opinion politique ou sa religion ou son genre, tout le monde est au pied du mur. Si vous laissez ça se faire, ce pays ne pourra plus vivre en paix entre lui-même. Voilà, si le pays peut plus vivre en paix, il faut peut-être qu'il se demande s'il n'a pas une responsabilité là-dedans. Il dit quelque chose qui m'a interpellé. Moi, il dit on a entendu Bruno Retailleau dire « abat le voile ». Moi, j'ai pas entendu Bruno Retailleau dire « abat le voile ». J'ai entendu Bruno Retailleau dire, par exemple, qu'il ne voulait pas le voile dans le sport. Ça, c'est vrai, mais jamais « abat le voile ». Abat le voile, bien sûr. Donc, c'est un vrai pédocriminel et c'est un faux journaliste puisqu'il est même pas capable, je veux dire, pour des fins militantes, il est capable il n'est pas capable plutôt de connaître officiellement la réalité de l'information et je ne comprends pas qu'il soit encore à l'antenne, enfin plutôt je comprends trop bien et ça commence aussi là à poser des questions et on est vraiment dans un climat très, très particulier. Et d'autres qui parfois contribuent à ce climat particulier, ce sont les Républicains, souvent plus à droite qu'on ne le pense. Oui, absolument. En plus, comme ils sont en pleine bataille pour la présidence, il y a un problème là, puisqu'ils font passer ça avant. Je rappelle que quand même, Retailleau ne s'est pas rendu sur place à la mosquée dans le Gard parce qu'il avait des meetings et que les meetings, c'est quelque chose de joyeux.
voyez, c'est quelque chose qui galvanise les foules. Dans la campagne, je précise, pour savoir qui sera à la tête du parti Les Républicains. C'est ça, absolument. Et donc, il a préféré des moments joyeux de galvanisation et de cris et de foule et d'applaudissements, plutôt que d'aller voir la famille. Évidemment, la famille de ce pauvre Aboubacar. Et là, il a fait un choix politique complètement assumé et avec une priorité qui n'est pas celle de la lutte contre le racisme, mais qui est une priorité politique personnelle avec un dessein et un parcours personnel qu'il n'assume toujours pas, puisqu'il dément à chaque fois qu'on lui dit ça, notamment avec Benjamin Duhamel. Et donc, en parlant des Républicains, une ex-directrice de la communication de ce parti s'est aussi illustrée. Oui, alors le problème, c'est que ça se passe sur le service public. Et que là, donc il s'agit de Marie-Ève Malouine, pour ne pas la citer, elle va faire parler les kéfiers. Là, je ne comprends même pas que ça puisse passer, si vous voulez, que ça passe, qu'elle tienne ce genre de propos qui me semblent hors sol. Admettons, mais comme je le dis à chaque fois, simplement qu'elle ne soit pas reprise sur le plateau, je trouve ça extraordinaire. Donc quand vous portez un kéfier, j'en ai un, quand vous soutenez les Palestiniens, quand vous soutenez les victimes gazaouis, c'est mon cas, et ben en fait, écoutez bien ce que automatiquement vous soutenez derrière de manière complètement explicite. Sur les images, on voit des drapeaux palestiniens et des kéfiers qui sont identifiés politiquement à la défense de la Palestine pro-Hamas. Et Jérôme Guedj est quelqu'un qui avait été très présent le 7 octobre et après, qui a essayé de tenir un discours sur le 7 octobre et sur ce qui se passe à Gaza. Et là, je pense que c'est pas la première fois qu'il est pris à partie. C'est parce qu'on considère qu'il doit être dans un camp et que les deux sont pas conciliables. Et on voit bien, c'est une récupération politique. Et c'est même pas que c'est dommage, c'est pas nouveau, on le sait, et c'est dommageable en tout cas. Je précise, c'est bien de manière explicite, c'est-à-dire le kéfier, c'est un signe politique. Ce signe politique soutien aux Palestiniens et soutien aux Palestiniens, vous êtes forcément pro-Hamas. Je ne sais pas comment on peut tenir des horreurs pareilles face à un génocide. Marie-Ève Malouine, qui n'est pas présentée comme ancienne directrice des Républicains, donc, dont on ne connaît pas a priori le penchant politique, me semble, elle a d'autres engagements aussi, elle avait été dans un cabinet ministériel, donc elle a plusieurs engagements politiques. Je pense que ça la disqualifie un tout petit peu pour donner son avis en tant que journaliste simple et voire indépendante. Alors pour terminer les flops, donc on va parler de Marianne, un média qui était jadis une institution, aujourd'hui en plein délitement avec un changement de direction. Et des départs en cascade. Et des départs en cascade absolument, notamment. Je pense à Jacques, à Quentin, à plusieurs confrères là-bas qui sont partis parce que vous allez voir un extrait d'une des vidéos qu'ils ont publiées récemment. On connaît l'état lamentable, évidemment, de l'hôpital français, de nos moyens de santé, mais notamment la question des greffes et des greffons. Alors, les greffons, je veux dire, ça a toujours été, on a toujours manqué évidemment de donneurs. Ben non, c'est la faute encore des Arabes. Je vous laisse écouter comment elle présente ça comme une espèce de scoop qui va à l'encontre de tous les chiffres qui sont publiés de manière sérieuse par les instituts qui, eux, travaillent sur ces questions-là. Cette semaine, Marianne s'est emparée d'un sujet brûlant. Comment l'immigration irrégulière met sous tension l'hôpital public, qui est déjà en crise, et en particulier certains secteurs comme l'oncologie pédiatrique ou bien la dialyse, les greffes du rein, où il y a une pénurie en fait de greffons en France. On vous dévoile notamment le contenu d'un rapport du Laboratoire de la République, le think tank de Jean-Michel Blanquer, qui s'est intéressé au titre de séjour pour soins, qui est un dispositif relativement méconnu qui permet à un étranger en théorie gravement malade et ne pouvant pas se faire soigner dans son pays, de bénéficier de soins gratuits en France et qui constitue aujourd'hui une nouvelle filière de régularisation. La question que pose notre dossier, c'est que cette immigration, pour raison de santé, qui est largement d'ailleurs prise en main par des passeurs, fragilise un peu plus notre modèle social et pose un problème d'équité entre les cotisants, ceux qui payent des cotisations pour financer ce système, et les non-cotisants qui ne résident pas sur le territoire français, mais qui viennent pour bénéficier de ces soins
parfois très onéreux. On est, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé les données chiffrées, on est à peu près à 0,6% d'étrangers, alors évidemment d'étrangers hors Union européenne, qui profiteraient des soins, et notamment des greffes et ainsi de suite. Vous imaginez ce que ça vient mettre dans la tête des gens, que des Maghrébins viendraient gratuitement piquer les poumons, les foies, les yeux, ce que vous voulez, à des jeunes Français ou à des... C'est vraiment dégueulasse. Et je ne comprends pas ce virage. Et je vous mets en garde contre Marianne qui est en train de partir complètement live et qui rejoint tous les titres qu'on a pu citer juste avant. C'est terrible parce que j'ai connu ce journal il y a au tout début, il y a une vingtaine d'années, 25 ans. C'était autre chose et depuis une grosse quinzaine d'années, une grosse dizaine d'années, c'est en train de partir complètement en vrille. Hélas, je regrette toujours. Je me réjouis jamais quand un journal perd son âme. Merci Moumou. On passe à la rubrique au microscope. Et pour cette rubrique au microscope, on reçoit aujourd'hui le streamer Lex, bien connu des utilisateurs de Twitch. Salut Lex. Bonjour. Alors, ta spécialité, c'est la diffusion de contenu en direct, du contenu média et politique en particulier, et plutôt engagé à gauche. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est engagé à gauche avec divers courants intersectionnels, entre autres. Donc ça peut être aussi bien diffusion de sujets, de thèmes féministes, antiracistes, décoloniaux, anti-validistes et pro-LGBT par exemple. Je précise que donc, je diffuse tout ça, je ne fais pas forcément moi-même partie, bien sûr, de ces groupes-là. Et donc tout ça avec un angle politique à gauche. Et aussi à côté, la partie au départ sur laquelle je suis venu moi, c'est-à-dire technologie, économie, notamment, et bien sûr politique. C'est une activité que tu exerces depuis combien de temps ? Vraiment sous la forme actuelle depuis fin 2021, avec donc en gros, un mini-journal, une sorte de mini-JT avec les extraits de JT disponibles un peu partout sur France 24 ou BFM ou d'autres. Donc je dois revenir à la télévision que je n'aime pas pour pouvoir en parler. Et c'est depuis fin 2021 sur tout ce qui était l'aspect technologie, et notamment mise en garde du public, le peu de public que j'avais en tout cas, sur tout ce qui est les Lex Luthor de ce monde. D'où le thème, le pseudo Lex, pour expliquer aux gens. C'est du mise en garde, c'est bien sûr pas du tout ce que j'approuve. Donc le but c'est quoi ? C'est de mettre en garde les gens contre les super champions de la technologie comme Elon Musk. En 2021, tout le monde me riait au nez quand je faisais ça. Aujourd'hui ça rigole moins. Il a racheté un média à lui seul, il est maintenant le meilleur ami du président. Et l'autre Lex Luthor qui est moins connu, c'est Donald Trump. Il a vraiment été parodié par des comics, notamment chez DC Comics, comme étant en fait un tyran. Lex Luthor en personne, Donald Trump. Ça, c'était en 93, pour vous dire déjà. Donc, c'est pas non plus une surprise. Logiquement, si vous avez un peu suivi le monde du divertissement ou l'actualité, vous savez que Donald Trump est dangereux, Elon Musk aussi. Et après, on peut transposer ça aussi dans le monde en France ou bien en Europe avec d'autres leaders de ce style, nos milliardaires favoris qui font la même chose avec les médias. Momo ? Oui, alors bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, d'autant que tu arrives de ta lointaine campagne. Donc tu as fait le trajet pour venir et je te remercie vraiment très chaleureusement. Alors moi, j'y connais rien du tout. Je pense que tu peux en témoigner, puisque chaque fois que j'ai le plaisir d'être invité dans ton... Alors comment on dit plutôt ton Twitch, ton stream ? Ton live ? Ce que vous voulez, en fait. Stream, live, comme ça vous arrange, en fait. Je suis obligé d'avoir une petite leçon, enfin un petit cours particulier pour me connecter, mais n'empêche qu'une fois que c'est fait, c'est assez fluide, je trouve. Alors à quoi ça ressemble ? Parce que pour celles et ceux qui n'y connaissent rien, je voudrais montrer un court extrait, puisqu'on en avait parlé ici une fois, on a parlé même 2 fois, on a parlé de toi. Je vous laisse voir. Alors c'est ce court extrait où on parle de ta chaîne, et juste derrière, la réaction, c'est assez amusant. Si vous pouvez regarder juste en bas à gauche, vous verrez défiler plusieurs commentaires des gens qui suivent en temps réel, donc en live, ce fameux Twitch. Je vous laisse regarder. En direct, j'ai eu la surprise parce que j'étais invité par chez Lex, LEX. D'accord. Il l'a dit. Cette fois, ça y est, depuis le temps que vous le demandiez. Dernier recours des innocents.
et sans espoir, victime d'un monde cruel et incroyable. Pour une fois, c'est vrai. Et alors, je précise également que parmi ce que tu fais, et c'est ça qui a attiré mon attention, notamment, c'est que tu es beaucoup sur la critique média, et toutes les semaines, tu reprends notre chronique et tu la dissèques, en fait, étape par étape, pour essayer d'abord de donner ton avis, de faire réagir les gens réagissent, tu réagis à leurs réactions, et donc il y a une interaction assez forte, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, tu vas me répondre, mais c'est vraiment ça qui est recherché, c'est cette interaction avec les très nombreux internautes qui te suivent en temps réel quand tu exposes tes points de vue. C'est surtout ce qui m'a manqué cruellement pendant plus de 30 ans, 40 ans, parce que, en fait, pendant 40 ans, je ne pouvais que regarder la télévision et jamais faire autre chose que ça. Là, je peux la regarder avec des gens, et ensemble, on se fait un petit peu plaisir, c'est un défouloir, une catharsis, et on peut enfin dire ce qu'on a sur le cœur. Parce que les gens avaient toujours eu des choses sur le cœur avant. Ils avaient toujours détesté la Zobida, notamment, et les 500 000 ventes de Vincent Lagaffe, qui aujourd'hui encore ne regrette pas du tout ça. Hein, d'accord. À l'époque, déjà, je entendais des gens à côté me dire quand même en privé, que bah oui, enfin en privé, en off, qu'ils n'aimaient pas du tout Vincent Lagaffe et cette chanson qui était horrible. Mais on n'avait pas accès. On ne peut pas le dire. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a Twitch, on a YouTube, on a ce qu'on veut en direct, on a du TikTok en direct et tout ça. Donc on peut le redire maintenant. Et c'est précisément pour ça, c'est parce qu'on commence à pouvoir le redire et que ça se voit et que même eux, les gens qui étaient hier de manière unilatérale en train de produire du contenu d'extrême droite, aujourd'hui on peut leur dire simplement que c'est l'extrême droite. Et ça, c'est déjà de trop pour eux. Donc voilà la différence, c'est que si un média déraille, et en fait c'est tout le temps ça, ils font tout le temps n'importe quoi, eh bien on peut ensemble, au moins, le dire ensemble dans le chat. Et je rappelle que même le PDG de Twitch, Dan Clancy, en personne a déclaré chez le journal Le Monde que c'est avant tout un chat. Twitch, c'est pas forcément que de la vidéo, du son, etc. C'est en premier lieu un chat où on discute et après on fait le reste. Mais pourquoi Twitch? Parce que en fait cette plateforme était un peu spécialisée sur le divertissement à l'origine. À quel moment s'est opérée cette bascule vers du divertissement à des sujets plus d'actualité, de politique, et cet engagement qu'on peut voir dans certains lives et chez certains streamers? La date précise, je ne la connais pas, mais il y a effectivement eu une bascule autorisée par les gens de Twitch en haut lieu pour dire que les gens qui faisaient autre chose que du jeu vidéo étaient enfin acceptés. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2013, vous faisiez du contenu autre que jeu vidéo, vous étiez strike, c'est-à-dire dégagé, on ne voulait pas de vous, et c'était réglé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est complètement accepté parce qu'ils ont compris qu'en fait, il y a une envie, il y a un besoin, et surtout, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, ils ont mis la catégorie Just Chatting, qui veut dire discussion en français. Simplement, on discute, papote. Il y a eu un tel besoin que les gens puissent se parler alors qu'ils étaient en confinement, au niveau mondial, que bien sûr, ça a explosé. Ça a été la grande découverte de Twitch pour beaucoup de gens. Pour ma part, ça a été aussi la découverte, plus tard, en août 2020, qu'on pouvait faire des matinales de gauche, de la radio de gauche, de la télévision de gauche, sur Twitch. C'était enfin autorisé, ce que j'ignorais complètement. Alors qu'au départ, quand j'ai créé mon compte en 2013, je voyais juste du jeu vidéo. Je me suis dit, bon, je reste une demi-heure, je m'en vais, et j'ai laissé tomber. Et de 2013 à 2020, il ne s'est absolument rien passé me concernant. Et c'est en 2020 que je découvre ça. On peut faire vraiment du contenu que moi, j'espérais un jour trouver à la télévision et que je n'aurai jamais. Donc, un contenu radical, un contenu fait sur mesure, et les gens peuvent enfin donner leur avis aussi, en même temps. Ça, c'est août 2020 pour moi. Et le temps d'être simple spectateur et de convertir ça en streamer, il m'a fallu en gros 1 an et demi et des poussières. Donc c'est pas non plus tout de suite, hein, c'est pas une révélation immédiate. Alors justement, je voulais te proposer un petit exercice, c'est de faire en direct, même si nous enregistrons le mardi, mais je voudrais te voir, t'écouter, disséquer le complément d'enquête qui est passé cette semaine, enfin la semaine dernière. Un complément d'enquête sur Mélenchon, voilà, c'était à charge. Alors, ça me dérange pas, je connais bien complément d'enquête, je pense que tu les connais bien aussi. Que ce soit à charge, c'est une ligne éditoriale, c'est toujours comme ça. Là-dessus, il y a aucun problème. Sauf que, me semble-t-il, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, on va voir quelques extraits. Ça s'est pas très bien passé parce que, d'abord, je pense que globalement, on n'apprend pas grand-chose. C'est une compilation de plusieurs informations qu'on a. Et il y a factuellement des erreurs, voire même des mensonges. Et on va, si tu le veux bien, les commenter à ta manière, à toi. Et par exemple, ce premier mensonge, ils vont expliquer que c'est la première fois que les anciens bras droits de Mélenchon s'expriment sur le fonctionnement de la France insoumise. Je vous laisse écouter. Pression purge à l'intérieur de son mouvement. Pour la première fois, ses anciens compagnons de route vous révèlent les méthodes du leader insoumis. En fait,
il faut être très honnête, ça fait des mois et des mois que sur les plateaux, dans les studios, les anciens lieutenants, comme on les appelle, de Mélenchon, viennent, et d'ailleurs c'est même la raison pour laquelle ils sont invités, hein, très, très simplement, ils viennent expliquer tout le bien, c'est ironique, qu'ils pensent de Mélenchon. Comment toi tu analyses ce genre de... Quand tu entends ça, est-ce que ça te fait réagir ? Alors, je pourrais donner mon avis qui sera toujours un peu le même que sur ma chaîne, mais ce que j'ai vu passer, ce qui ressort en fait de cette séquence et de pourquoi en fait ces gens-là ont été dégagés, purgés, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est qu'en fait c'est une équipe un peu vieillissante et que en fait Mélenchon s'en est rendu compte et ne sait plus trop comment faire avec des Raquel Garrido et Daniel Simonet et autres. Et l'époque, elle est beaucoup plus radicale que ce qu'eux imaginent. On ne peut plus simplement se contenter de dire 2-3 trucs vite fait sur la Palestine et on passe à autre chose. Il faut prendre du temps. C'est ce que fait Mélenchon, c'est ce qui lui est reproché par Raquel Garrido. Et bien sûr, quand elle dit que c'est la première fois qu'il s'intéresse à la Palestine, alors qu'il n'a jamais fait ça avant, c'est archi faux. On a ressorti bien sûr sur Twitter toutes sortes de vidéos qui montrent en 2009, en 2014 et d'autres dates évidemment. Alors on va justement le voir tout de suite et on reprend juste après. En 30 ans de militantisme avec Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai jamais vu s'intéresser au conflit israélo-palestinien. Où est passée la communauté internationale pendant ce temps? Où est-elle passée pendant qu'était martyrisée la population de Gaza? Je veux dire mes félicitations à la jeunesse de ma patrie qui a su se mobiliser en défense des malheureux victimes de crimes de guerre à Gaza. Jamais. Nous nous sommes portés aux avant-postes, oui, du soutien à cette malheureuse population. Et nous avons dénoncé les crimes commis contre elle. Et nous avons le cœur soulevé de dégoût de voir des écoles bombardées, des hôpitaux détruits, des ports, des aéroports, et tous les moyens qui permettraient à cette population de se redéployer vers le futur. Jamais. Alors justement, là tu étais sur le terrain politique, sur le terrain médiatique. Là, on a clairement un mensonge qui a été débunké en l'espace de même pas de quelques heures. Comment tu vis et tu expliques qu'aujourd'hui, malgré les réseaux sociaux, des émissions comme Complément d'enquête peuvent laisser passer des boulettes comme ça, sachant que l'émission est montée, c'est pas en direct. Donc comment tu expliques ça? Est-ce que tu penses que c'est volontaire ou que c'est un problème de professionnalisme relatif? Avant de venir sur Twitch, je faisais du montage vidéo, audio, etc., captation pour des courts-métrages et autres films professionnels et autres, puisque c'était mon activité d'avant. C'est absolument impossible de commettre une erreur. Quand je vois le temps qu'il faut pour avoir l'idée déjà du projet, puis ensuite aller le tourner, ramener les vidéos, le son, l'image, synchroniser, le texte, l'intention, éventuellement une voix off et tout ce qui va avec, éventuellement les transitions, éventuellement des petits effets spéciaux de ci, de là pour agrémenter, le titrage, tournage, finalisation et l'upload, il y a au moins 30 ou 40 personnes qui peuvent visualiser la séquence et se rendre compte de l'accident industriel en direct. Comment c'est possible qu'ils n'aient pas vu ça arriver? C'est absolument impossible, ils l'ont fait exprès. Moi, de métier, je l'annonce clairement, ils l'ont fait exprès, ce complément d'enquête. Il n'y a pas une erreur dedans. Simplement, quand ça se voit trop, ils ne veulent plus l'assumer, ils disent que c'est le lampiste, c'est le stagiaire qui a fauté. C'est absolument pas ça. Et c'est la culture même de la télévision à la française que je n'aime pas, sûrement ailleurs, c'est qu'ils ne veulent jamais assumer leur faute quand on commence à s'en rendre compte. C'est-à-dire, ils font une erreur, mais il ne faut pas le reprocher. Alors c'est ça, c'est là que j'insiste, c'est une erreur ou c'est volontaire? D'après eux, c'est une erreur, il ne faut pas le reprocher, mais bien sûr, ça n'est pas une erreur du tout. D'accord, donc c'est volontaire. Mon point de vue, c'est que c'est parfaitement volontaire. Alors, on va d'ailleurs, il y a des choses qui m'ont fait sourire dans ce reportage, c'est notamment, on reste sur Raquel Garrido, et c'est pareil, je me demande s'ils l'ont fait exprès ou pas. Elle est en train de flinguer Mélenchon, et qu'est-ce qu'on voit à l'image? Regardez bien, alors vraiment, s'il vous plaît, faites focus sur Raquel Garrido au moment où Mélenchon va se déporter sur sa droite, et regardez sa réaction. Il n'y a pas d'espace pour la critique publique. Jean-Luc Mélenchon déteste ça, il envoie balader quiconque lui exprime un désaccord. Donc là, c'est la même question. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de montrer une image où elle fonce derrière lui pour être sur la photo, alors qu'elle est en train de dire le plus grand mal qu'elle pense de lui? Est-ce qu'ils réalisent ce qui se passe à l'antenne à ce moment-là? L'image et le discours qui sont complètement... qui viennent se rentrer l'un dans l'autre, ou alors c'est juste ils n'ont pas fait gaffe? Personnellement, j'ai mis du temps à comprendre l'intérêt de cette image. Sur l'instant, je voyais juste Mélenchon qui se déporte un peu sur la gauche à l'image. Et c'est plus tard, en voyant ralenti notamment, effectivement, sur Twitter, et j'ai dit « Ah, d'accord, oui, elle est attirée par la lumière. Elle veut tout le temps être dans le cadre avec Mélenchon, et donc elle va se déplacer et zigzaguer un peu comme sur une espèce de flipper. » Donc c'est effectivement très amusant de voir ça. Elle s'est fait prendre en flagrant délit, et c'est étonnant. Et parfois, c'est des petits moments de magie comme ça,
de boulettes commises ou d'impensées par ce genre de reportage, parfois il leur arrive de commettre une boulette qui nous sert à nous. Oh oui, là, pour le coup, ça montre quelque chose de complètement incongru. Alors, d'autant plus incongru que nos amis et confrères et consoeurs de Parole d'honneur ont repéré une autre incongruité. Mais alors là, c'est complètement dingue, parce que avec un minimum de culture politique, on sait exactement qui sont ces personnes. Je ne comprends pas qu'elles se soient retrouvées dans ce reportage à charge, je le redis, mais ce qui est normal, contre Mélenchon. Et c'est un montage signé Yazid. Regardez bien qui ils ont confondu, donc je reposerai la question, qui ils ont confondu avec des véritables féministes, soit dit en passant, a priori de gauche. Jean-Luc Mélenchon est parvenu à invisibiliser ses partenaires de gauche, mais à quel prix ? Mélenchon, collabo, Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et donc, évidemment, ils sont critiques contre Mélenchon puisqu'ils sont d'extrême droite. Donc, je rappelle que Némésis est un groupuscule d'extrême droite, suprémaciste, blanche, qui, au nom de la défense des femmes françaises, aryennes, avec évidemment des relents identitaires et, comme je l'ai dit, suprémacistes, ils vont évidemment tenir ces propos-là. C'est tout à fait logique, mais qu'ils apparaissent comme ce qu'elles ne sont pas me semble assez étonnant. Tu l'avais vu passer cette séquence ? Bien sûr. Je ne suis pas surpris, évidemment, parce que alors je bascule évidemment à chaque fois entre manque de culture politique de la part de France Télévisions, ça peut arriver, ils n'ont pas compris que c'était un groupuscule d'extrême droite, et adhésion carrément, larvée, on va dire ça comme ça pour rester poli, c'est-à-dire que peut-être que ça ne les dérange pas tant que ça, Alice Cordier notamment, ou d'autres de chez, Némésis, et que le féminisme d'extrême droite, pour eux, c'est valable tant qu'en fait on va défendre en gros les valeurs du Front National, de l'extrême droite en général, et que ça montre aussi que pour qu'ils puissent passer ça aussi facilement, en pensant que ça ne se verra pas, moi je maintiens qu'on a un service public audiovisuel d'extrême droite. Carrément. Carrément. Je voulais faire un peu plus de nuances avant l'émission. Hein. Je m'étais promis de faire ça. Et puis lundi soir, j'ai passé une très mauvaise soirée en reparlant de l'assassinat qui a eu lieu et tout ça. Et j'ai eu des propos terribles. Enfin, dans le chat, les gens ont eu des propos terribles. Je ne sais même plus quoi leur répondre au bout d'un moment. Et j'en ai plus que marre. J'en ai plus que marre de devoir nuancer, ou j'ai des injonctions à la nuance, me dire il faut nuancer, le service public c'est quand même pas si mal que ça, il y a encore complément d'enquête. Ah bon ? Bah justement, c'est bien le problème. Donc ni complément d'enquête, ni cache investigation par moment, c'est pas toujours non plus au top. Et ça fait longtemps que le complément d'enquête, je précise, est classiste et pose d'énormes problèmes à tous les niveaux dans leur façon de faire du montage et de ne rien révéler finalement, de faire des compilations. Oui. Même quand ils se veulent la charge contre Hanouna, en fait, ils font une compilation. C'était assez banal. C'était catastrophique. Très grosse audience pour eux, mais on n'a rien appris. Donc la blague. Ils ont parlé un peu de 3 trucs sur la TVA pas déclarée sur des yachts. Super. Avec ça, on est bien. Donc au final, complément d'enquête qui était encore un peu l'argument des gens qui disent mais non, regardez la télévision, c'est forcément de gauche. Il y a Arte c'est de droite. France 2, c'est de droite. France Télévisions, tout court, hein, je vous le dis clairement comme ça. Tous les soirs, j'en parle de ça et je suis prêt à montrer à chaque fois, étape par étape, montrez-moi une chaîne, dites-moi qu'elle n'est pas de droite, je vous sors l'extrait qui montre le contraire. D'accord ? On a toute la télévision TNT qui est de droite et d'extrême droite. On a toutes les radios les plus connues, d'information notamment, d'extrême droite aussi, et j'inclus France Inter avec, bien sûr, coucou Sophia Aram et les autres. Hein. Et pour la presse papier nationale, quotidien national, il n'y a plus que l'Humanité pour moi, qui est un quotidien national de gauche, je précise, pas d'extrême gauche, c'est de gauche, ça ira. Tous les autres sont de droite, y compris Libération. Et voilà ce que je répète très souvent. Et par contre, je ne me tente pas de vous le dire ici, bien sûr, je montre et je prouve tous les jours en quoi c'est de droite dans tout ce que je viens d'annoncer. Et d'extrême droite, des fois, même encore pire que ça. Donc, désolé, chaque fois que... je veux dire, là, il y a eu, le meurtre de Aboubacar Cissé. Aussitôt, France Télévisions invite donc Jean-Philippe Tanguy, le Front National en général, et puis pourquoi pas Dark Vador tant qu'on y est. C'est incroyable. Incroyable. Désolé, je suis encore sous le choc parce que, lundi soir, j'ai repensé à tout ça. Et il y a encore des gens qui se font avoir, qui pensent encore que France Info TV, ce serait de gauche.
que le service public audiovisuel serait de gauche, France Télévisions serait de gauche. C'est d'extrême droite. C'est le discours éculé par les militants de droite et d'extrême droite. Mais alors même moi, gauche, on sait avoir. Il y a une justification qu'on entend aujourd'hui encore sur le service public, c'est l'argument de le RN, c'est 12 millions d'électeurs. Est-ce que 12 millions d'électeurs, quand on est militant engagé à gauche, est-ce qu'on peut se satisfaire de cet argument de dire le RN représente 12 millions de voix, donc on peut se permettre d'avoir un discours, même sur le service public, qui aille plutôt dans leur sens? 20 milliards de mouches ne peuvent pas se tromper. Manger de la merde. Donc non, l'argument du nombre, ça n'a jamais été un argument. Ça veut dire que sinon, le plus grand film du cinéma français, ce serait La Grande Vadrouille, ou bien Le Grand Bleu, ou des choses comme ça. Non, on ne peut pas juger tout le temps uniquement le nombre, bien sûr, ça peut être intéressant pour des capitalistes, mais en dehors de ça, on peut aussi juger la portée, le message, l'intérêt, éventuellement esthétique dans le cas du cinéma. Mais dans le cas de la politique, ce qui compte, c'est quand même le message qui est porté, et le nombre d'électeurs, il pourrait être 40 milliards, que je vous dirais la même chose, d'accord. Pareil pour les Trumpistes aux États-Unis ou ailleurs, donc le nombre, ce n'est pas si important que ça. Sinon, à ce moment-là, il faut expliquer que la presse la plus lue, la plus regardée, c'est la presse People, avec 16 millions de lecteurs et de lectrices environ. Donc, ils ont forcément raison sur tout. Non. Alors, je précise, un peu comme dans cette chronique d'ailleurs, moi je pourrais faire largement, on pourrait faire 2 chroniques enfin 3 chroniques par semaine, voire même une chronique de 2 heures ou 2 heures et demie, tellement il y a de la matière. Je précise que parfois j'ai assisté à des streams de ta facture qui durait 8 heures. C'était extraordinaire, tellement il y a de choses à dire de plus en plus, et il y a de plus en plus de quoi s'énerver. Je voudrais juste revenir, avant de conclure, je voudrais juste revenir. Tu as souhaité revenir aux origines de ta chaîne. Tu as souhaité que nous offrir, nous faire revoir, parce que c'est assez connu, cet extrait, ce court extrait de Pierre Desgroppes, qui va parler de Paul Nizan et des chiens de garde. Je laisse écouter, puis on en reparle juste après. Je ne suis pas fort pour les confidences, et encore moins à la télévision. Il faut pourtant que je vous en fasse une. À ma grande honte, je n'avais jamais lu jusqu'à ces jours derniers Paul Nizan. Nizan, c'est un jeune homme en colère contre toutes les mutilations que le monde dans lequel il vit, et je ne vois pas pourquoi il serait dans notre avis aujourd'hui, lui impose. Il est en colère contre les philosophes dont il a suivi à l'école normale ou à la Sorbonne les cours, les philosophes qui parlent de l'homme avec un grand H, mais qui ne parlent et qui n'ont jamais parlé des hommes avec un petit H, des hommes qui meurent de faim, qui meurent assassinés dans les guerres ou tabassés tout simplement dans tous les commissariats de police du monde. Il est en colère contre les grands écrivains bourgeois libéraux de son temps. Je n'ai pas besoin de citer des noms. Les grands écrivains qui s'attardent si longuement à contempler chaque repli et chaque mouvement de leur âme qu'ils ont toujours 20 ans de trop au moment où il faudrait pouvoir dire aux jeunes qui le leur demandent qu'il faut agir et comment agir. Et Nizan, eh bien, c'est quelqu'un qui est là pour réveiller. C'est pour ça que je vous conseille de le lire. Et peut-être que vous me direz, ce jeune homme que vous nous avez présenté, pourquoi est-il si désagréable avec nous? Eh bien, c'est parce qu'il est désagréable qu'il faut le lire. Des écrivains bien élevés, nous n'en manquons pas. Mais ce qu'il nous faut, ce qui nous manque, ce sont des écrivains désagréables. Alors pourquoi, simplement, tu as souhaité nous remettre sous les yeux cette intervention historique au niveau de la télévision? Pour 2 points importants. Le premier, c'est celui qu'il évoque évidemment dans cette vidéo. C'est la toute première vidéo historiquement que j'ai passée en fait à la toute première seconde de stream quand j'ai commencé le 11 novembre 2020 à tenter quelque chose. Et c'est la première vidéo qui est passée avant même que j'apparaisse, parce que je voulais un peu marquer le coup. C'est aussi la première vidéo qui apparaît dans le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde. Et je voulais un peu avoir ce ton-là. Et sans m'en rendre compte, effectivement, je me suis retrouvé à faire de la critique des médias. Parce que c'est quasiment un inconscient peut-être, mais au départ, je ne voulais pas faire que ça. Mais c'est quand même la première vidéo que je voulais passer. Parce que ça me semble important d'expliquer ça, c'est que ce soit des intellectuels, dans le cas de Paul Nizan, qu'il veut critiquer et montrer qu'ils sont en fait inhumains et pas intéressés par la précarité des humains sur Terre, ou bien aujourd'hui avec les nouveaux chiens de garde, qui sont cette fois les chiens de garde médiatiques, dans tous les cas, nous sommes face à des adversaires politiques. Là aussi, je voudrais préciser ça, c'est pas de moi, c'est Yann Brossa qui explique ça chez Arrêt sur Image, face à Robin Draca. Il dit, quand je vais me déplacer dans un média, face à l'interview sur France Info, CNews, BFM ou autre, je parle à des adversaires politiques. Pas à des journalistes, pas à des animateurs, des adversaires politiques. Et c'est tellement ça que moi, je veux à chaque fois repolitiser ces médias ou cette critique des médias en expliquant que
La critique des médias lutte contre le fascisme. Paul Nizan voulait lutter contre le fascisme à sa façon, en faisant ce livre. Aujourd'hui, on a heureusement des émissions critiques envers les médias, dont celle-ci évidemment, mais pas que. Et c'est quand même la bonne nouvelle de l'époque, c'est qu'on a au moins ça. Bien sûr, ce n'est pas une critique de terrain brutale, le coup de poing, Antifa et tout ça, qui est bien supérieur en termes de radicalité. Mais ça en fait partie. C'est sur l'échelle, mettons, de 1 à 10. Si les 10, c'est Antifa qui vont se battre contre des bonnets ou skinheads. Ce qu'on fait là, aussi bien chez les médias qu'ailleurs ou sur Twitch quand on fait la critique des médias, ça lutte contre le fascisme. C'est peut-être qu'à 1 sur 10, mais c'est au moins ça. L'autre point important, et qui est moins connu parce qu'il n'a pas, j'ai pas l'archive vidéo, c'est que Pierre Desgroupes pensait un jour que, à nous seuls, à nous-mêmes, nous pourrions tous et toutes produire du contenu audiovisuel, faire notre propre télévision. Il ne savait pas sur quelle plateforme ni comment ça pourrait se faire, mais il était persuadé que ça pourrait se faire un jour. Ce jour est arrivé. Vous pouvez aller sur TikTok faire du contenu de critique. Vous pouvez aller sur, je sais pas, Facebook si ça vous plaît, etc. Bien sûr, ce sont des plateformes capitalistes absolument infectes, mais on peut encore un petit peu grenouiller dans ce monde-là, et notamment sur Twitch aussi. Donc, moi je dis aux gens, en avant, intéressez-vous à ça, au streaming, au moins en tant que spectateur, spectatrice. Pas forcément ma chaîne, je ne suis pas en train de militer pour ma chaîne, d'accord ? Je parle en général. Allez voir un peu ce que vous pouvez trouver à gauche, comme justement un petit peu comme critique de cette société. Et que justement, critiquer la société, ça commence aussi par critiquer les médias. Merci infiniment. Merci beaucoup, Lex. On te retrouve donc sur Twitch. Tu peux nous donner des détails de tes streams, peut-être ? La chaîne s'appelle Chez Lex, tout simplement. Il suffit de chercher Chez Lex dans le moteur de recherche. Oui, on trouve très facilement. Voilà, et sinon, je suis tous les soirs pratiquement là à 18h. Merci beaucoup, Lex, et merci, Moumou. On passe tout de suite à tes remerciements. Oui, alors on les avait zappés la semaine dernière, donc je vais essayer de pas être trop long. Ils vont à Najette B Photographie, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, à Taxi by Night, qu'on retrouve également sur les réseaux sociaux, toute la famille de Isabelle du 77, qui nous regarde toutes les semaines, Frikia d'Épinay, Ikram de Paris, Justine d'Avignon, Morad, quel joli prénom, de Fontainebleau, Christine de Paris, du côté de la République, Anna de la Courneuve, Fatma Zora de Paris 12, Fouzia de Paris, Aladin de Vanves, Walid de Montrouge, Eric et Martine d'Orléans, Olivier et Marie-Solène également d'Orléans. Alors, il y a une deuxième petite série, puisque j'étais en Terre Sainte il n'y a pas longtemps, je vous l'avais dit, à Saint-Étienne. Donc, il y a Dana, qui est un bariste. Est-ce que vous savez ce que c'est un bariste ? Oui. Vas-y. C'est un barista, donc c'est quelqu'un qui vous sert des cafés spécialisés ? Exactement, dans le TGV. Il s'appelle le même bariste, et donc ils ont toujours des prénoms hyper originaux. Alors Dana, bariste, qui nous regarde toutes les semaines, et puis un autre qui s'appelle Prométhée. C'est marrant comme prénom. Toujours bariste dans le TGV. Thomas et Rochny de Sainté. Romain et Marianne de Lyon et de Sainté, c'est un couple mixte. L'un est de Lyon, l'autre est de Sainté. Quand on connaît la guéguerre entre les deux villes, c'est assez rigolo. Morgiane également de Saint-Étienne. Benjamin de l'Ours qui brasse, dont on a parlé la semaine dernière, Arthur de Sainté toujours, Stéphane du magasin Les Objets Trouvés, qui est un magasin absolument extraordinaire. Il y a également le magasin Trinquant, Maki, Bastien de Sainté, merci pour les stickers. Alors les stickers qu'on voit notamment sur mon ordinateur, donc je les remercie, c'est des supporters de Saint-Étienne également, des gens très progressistes et qui se battent notamment et qui militent à Urgence Palestine. Pardon. Pour finir, Léon de Sainté, qui est en école de cinéma, donc j'espère, voilà, je lui croise les doigts pour sa réussite, et Georges de Paris qui milite notamment pour des dons à récupérer pour MSF. Il y a également Laurent Vaughan de TikTok, Jimmy d'Orléans et pour finir, enfin, Georges du Purple, un bar très très accueillant et très sympa de Saint-Étienne également. Et merci à toi, Mourad. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir regardé, d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On le rappelle, le Média, votre Média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le site internet lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias. Bonne suite des programmes.